Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la session d'entreprise animée par Myriam Nicasse en charge de la communication d'Inextenso Patrimoine. Les intervenants, Lionel Douillot, directeur technique de l'ingénierie patrimoniale chez Inextenso Patrimoine, et Clément Poli, directeur de mission cession et acquisition chez Inextenso Finance, répondent en direct aux questions posées par les internautes lors de leur inscription à l'émission. Si vous souhaitez davantage d'informations sur la session d'entreprise, rendez-vous sur notre site web inextenso-patrimoine.fr. Nous vous souhaitons un bon podcast. Nous allons passer à la première question. Quelle est la tendance actuelle? Quels sont les multiples aujourd'hui? Quels sont les volumes de cession actuels et plus particulièrement dans le secteur de la restauration? Une question mais multiple. Alors, plusieurs questions en une. Clément, oui. Tout à fait, merci. Donc, plusieurs questions en une. Aujourd'hui, les tendances actuelles sur notre marché de la fusion-acquisition, au niveau national, 2024 a quand même enregistré une baisse du nombre d'opérations de fusion-acquisition de l'ordre de moins 29, moins 30%, comparé à 2023. Il faut avoir en tête qu'il y a eu un grand boom après Covid des nombres d'opérations en 21-22 et 23-24, tendance baissière. La baisse a été plus forte sur des opérations de plus de 50 millions d'euros de valorisation que sur des PME-PMI, qui sont généralement plus résilientes face au marché. En 25, on sent là depuis ce premier trimestre que la confiance se rétablit, on a une très forte dynamique, donc on est plutôt dans un restart, et notamment dans l'ouest de la France où on sent que le marché reprend particulièrement. Donc de notre côté, on est plutôt en phase de développement à présent. Sur les multiples aujourd'hui, vaste question. De manière générale, les multiples ont quand même baissé, il faut l'avoir en tête. C'est lié à une demande qui est plus faible, il y a aussi moins d'acquéreurs que post-Covid, le coût de la dette qui est plus fort, il y a eu de l'inflation aussi. Cela étant, tout va dépendre des secteurs d'activité. Il y a des secteurs qui restent quand même très dynamiques, très résilients, par exemple la santé, l'IT, la formation. En contrepartie, il y a des secteurs qui sont plus impactés sur les volumes de transactions, mais aussi sur les multiples, comme le BTP, le transport, par exemple, notamment. Pour le secteur de la restauration, là je ne saurais pas vous dire particulièrement parce que je vous invite davantage à vous rapprocher de nos experts chez Inextenso TCH, Tourisme, Culture, Hôtel, ou Création Reprise, qui sont plutôt spécialisés dans les fonds de commerce ou dans la restauration, café, hôtel, restaurant. Merci Clément. Deuxième question, je crois que c'est Clément aussi. Quel est le délai optimal pour préparer la cession de son entreprise? C'est une question qui est revenue souvent. Alors, on a souvent cette question, en effet. Généralement, on considère qu'il est bien de se poser des questions 3 ans avant de céder. 3 ans avant, pourquoi? Parce qu'il y a toute une phase de préparation qui est nécessaire avant de lancer une opération de transmission. Donc, dans la préparation, on va, par exemple, évoquer le fait de gommer certains liens de dépendance, que ce soit avec un client, que ce soit avec un fournisseur, peut-être optimiser certaines charges, optimiser la rentabilité, autant que possible contractualiser du chiffre d'affaires selon le business model. Donc, il y a toute une préparation de l'entreprise pour faire en sorte qu'elle soit plus facilement transmissible. Ça peut être aussi gommer des dépendances par rapport aux dirigeants. On va conseiller aux dirigeants, par exemple, de davantage déléguer certaines tâches si jamais il y a une technicité qui est propre aux dirigeants et qui serait difficilement transmissible. Donc 3 ans avant, on considère qu'il est bien de préparer la transmission pour qu'elle soit transmissible, et on considère qu'il faut lancer un processus officiellement 1 an avant de vendre, puisqu'une opération de transmission prend généralement 12 mois. Donc voilà pour la partie transmission. Maintenant, Lionel, tu voulais peut-être évoquer un plan fiscal? Non, pour l'instant, on y reviendra, je pense, dans la question suivante. Parfait. Ça marche. Question 3. La chronologie d'une transmission. C'est à vous deux là. Ouais, la chronologie d'une transmission, en effet. Une fois que vous avez décidé de transmettre votre entreprise, généralement, on a une chronologie qui est assez cadencée. Premièrement, il faut valoriser l'entreprise pour que vous puissiez savoir quelle est la valeur marché de l'entreprise. Donc, des cabinets comme nous, votre expert comptable également est en capacité de le faire chez Inextenso. Il faut aussi ensuite préparer des documents de présentation. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va analyser avec nos équipes votre entreprise. On va rédiger des documents anonymes pour lancer une commercialisation. On va préparer un dossier de présentation également qui sera à destination des acheteurs, préparer un engagement de confidentialité, cibler ou pré-cibler des acheteurs potentiels. Ensuite, on va aller contacter ces acheteurs qui nous semblent les plus pertinents. On va bénéficier de notre réseau, toujours de manière anonyme, de manière à pouvoir avoir plusieurs acheteurs potentiels qui peuvent être intéressants. Évidemment, ils vont poser leurs questions. Il y aura des rendez-vous de visite, des rendez-vous de présentation qui auront lieu.
L'idée, c'est de condenser un peu ce timing pour avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs visites pour une seule et même entreprise à reprendre. Ensuite, dans notre processus, on demandera aux acheteurs à un certain moment donné de nous rédiger une offre ou une LOI qui a pour vocation justement de préciser les contours de l'opération, que ce soit le prix, les conditions particulières, les conditions de financement, les conditions de réalisation de l'opération, etc., le montage, le projet, etc. On va ensuite sélectionner des offres, les négocier et choisir un seul acheteur. Généralement, il n'y a qu'un seul acheteur qui a l'exclusivité et qui se retrouve à réaliser ces conditions suspensives, que ce soit le juridique, les audits, la recherche de financement, etc. Et toute la partie optimisation patrimoniale qui est nécessaire. Donc, généralement, c'est entre 10 à 12 mois. À partir du moment où vous signez une lettre de mission, il faut 10 à 12 mois pour transmettre l'entreprise. Superbe. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Clément vient de dire, puisque vous l'avez compris, là, on était sur la phase de transmission au sens strict, mais j'aimerais personnellement revenir sur la partie, on va dire, préparation. Alors, Clément, tu évoquais une période de 3 ans. Généralement, moi, j'ai même l'habitude de dire entre 3 et 5 ans en fonction des situations et de la taille de l'entreprise, dans la mesure où on va pouvoir préparer en réalité l'optimisation, on va dire, fiscale et patrimoniale de la transaction en effectuant différentes stratégies en amont, telles que, par exemple, une donation avant cession ou le fameux schéma que peut-être certains d'entre vous connaissent, qu'on appelle l'apport-cession. J'y reviendrai, je pense, au gré des questions futures. Voilà ce que j'avais à rajouter. Merci à tous les deux. Question suivante. Quels sont les pièges à éviter lors d'une cession? Quelles sont les contraintes juridiques? Alors là, on est sur l'un et l'autre. Exactement. Alors, plusieurs points pour la première partie. Premièrement, moi, le premier conseil que je peux apporter, c'est de se faire accompagner pour justement limiter les pièges possibles. Se faire accompagner par un cabinet, par votre expert comptable, par votre avocat également, avec vos conseils historiques de la même manière. On ne vend plus une entreprise aujourd'hui comme on vendait une entreprise il y a 10 ans. Le métier a énormément évolué. Quelques pièges à éviter, bien sûr, donc déjà de ne pas anticiper, c'est-à-dire la valorisation, des points de dépendance, ne pas avoir anticipé ce côté transmissibilité de l'entreprise comme on a évoqué. Un autre piège, ça peut être d'attendre que quelqu'un se présente, ça peut arriver, parfois vous avez naturellement des sollicitations, mais vous pouvez aussi attendre longtemps. Vous pouvez aussi perdre du temps avec un seul acquéreur. C'est pour ça que nous, généralement, on va conseiller à nos clients de mettre un processus concurrentiel qui va permettre d'inverser l'offre et la demande et d'avoir un maximum d'offres pour une seule entreprise. Donc, le risque de travailler avec un seul acquéreur, il peut être tout à fait pertinent et ça nous arrive régulièrement de faire des opérations uniquement de négociation, mais le risque, c'est de s'embarquer 3 mois, 4 mois, 6 mois avec un acquéreur sans que l'opération n'aille réellement au bout. D'autres pièges, ça peut être de ne pas conserver la confidentialité ou de donner des informations confidentielles trop tôt. Ça peut être aussi de déstabiliser l'entreprise en n'ayant justement pas préservé cette confidentialité, que ce soit vis-à-vis des effectifs, que ce soit vis-à-vis de l'écosystème. J'entends là les partenaires, les clients, les fournisseurs. Ça peut être aussi sélectionner un acquéreur qui n'a pas les moyens de ses ambitions ou qui n'a pas la capacité financière de faire l'opération. Ça, c'est un point clé. Le financement reste une pierre angulaire. Ou encore, parfois, se laisser un peu dépasser lors des retours d'audit, ne pas forcément anticiper certains points critiques qui peuvent être soumis à discussion après audit. C'est pour ça que généralement, on conseille de faire autant que possible un audit préalable avant session. Très bien. Pour ma part, vous l'avez compris, moi, pour mon premier sujet, c'est bien évidemment d'éviter de négliger la phase préparatoire et surtout de ne pas faire des choses que pour des raisons fiscales. Par exemple, nous rencontrons régulièrement des clients qui se lancent dans l'aventure de l'apport-cession et oublient le fait qu'à un moment donné, l'argent du coup, ils ne l'ont pas dans la poche, il est encapsulé donc dans la holding et se pose donc du coup le sujet de comment je rapatrie les liquidités à titre personnel quand j'en ai besoin. Avec, vous l'avez compris, la fiscalité qui va avec, sans même parler, j'y reviendrai tout à l'heure, de la contrainte de réinvestissement éventuel quand notamment on revendra dans les 3 ans consécutivement à l'apport des titres.
Ceci dit, donc bien évidemment, il n'y a pas que ces sujets fiscaux. Vous avez également tout ce qui va avec la cession, puisque on va le voir quand on vend des titres. Eh bien, il y a immanquablement le sujet de la garantie d'actifs et de passifs, et donc la mise en œuvre de la garantie, comme on l'appelle, et bien évidemment de bien déterminer ce que je vais donner. Donc en titre de garantie, un séquestre sur le prix, une garantie à première demande bancaire, voire même un nantissement d'un contrat de capitalisation, pour ne donner que quelques exemples. Et puis surtout, et pour terminer, comment en réalité l'acquéreur va payer le prix, parce que de temps en temps, en fonction de la valorisation et des objectifs, si on veut aller au bout de l'opération et que malheureusement le financement n'est pas obtenu en totalité, eh bien le vendeur peut éventuellement consentir donc ce qu'on appelle un crédit vendeur. En clair, il joue lui-même le rôle de banquier. Donc ceci aussi, donc de l'avoir en tête pour faire en sorte que l'opération aille à son terme. Voilà pour ma part. Merci à tous les deux. Question 5. Quel est le bon timing pour entamer une négociation avec les repreneurs? Je pense que c'est pour toi, Clément. En effet. Alors, encore une fois, c'est une généralité. On considère qu'une opération de cession, c'est 12 mois. Donc, il est bien de rencontrer des accords, on va dire 6, 9 mois avant la réalisation de l'opération. Et souvent, les réceptions des offres interviennent dans les 6 mois avant la fin de l'opération, puisqu'il y a toutes les conditions suspensives, les négociations et les conditions suspensives à réaliser. Parfait. Question 6. Quelles sont les différentes options de reprise disponibles pour un repreneur? Alors, elles sont nombreuses. Un repreneur, il peut déjà reprendre l'entreprise dans laquelle il travaille, ou reprendre une entreprise externe, par exemple. Il peut reprendre la totalité des titres. Il peut aussi reprendre la majorité. Il peut reprendre une minorité du capital. Ça peut être même une reprise progressive. Il peut aussi reprendre tout seul ou à plusieurs. À plusieurs, j'entends par là avec un investisseur, avec des managers, avec des salariés de l'entreprise, avec un autre repreneur personne physique, avec le cédant et un mix de tout ça. Donc, en fait, nos opérations sont sur mesure. Il y a différentes possibilités d'options de reprise. Tout va dépendre, on va dire, des stratégies, de la volonté et de la ligne directrice que va se mettre le repreneur, et de la capacité aussi. Parfait. Suite à une proposition d'achat, comment savoir si l'offre est fiable? C'est un point clé, je l'évoquais préalablement, en effet. Il faut s'assurer de la fiabilité de l'offre autant que possible. On peut en avoir une certitude absolue que quand l'opération est réalisée. Cela étant, il y a des garde-fous. Premièrement, c'est important de se poser la question, est-ce que vous validez l'adéquation homme, profil, projet? Est-ce que le projet est intéressant? Est-ce que l'homme ou la femme qui souhaite reprendre a une capacité technique, managériale, etc., a des compétences et un savoir-faire qui lui permettra de pouvoir prendre votre place, par exemple, demain. Il faut aussi s'assurer de son intérêt et de sa faisabilité financière. Est-ce que l'offre, elle est déjà financée? Est-ce que l'offre, elle est soumise à des conditions suspensives de financement? Quelle est la qualité du montage financier? Est-ce qu'il est fragile ou non? À titre indicatif, nous, ça nous est déjà arrivé de recevoir des offres sur lesquelles on était très dubitatif sur la qualité du financement, et on a demandé, pour nous rassurer, on a demandé aux porteurs de projets d'obtenir des lettres de confort bancaire avant de pouvoir s'engager avec lui. Il faut aussi valider les différentes conditions. Quelle est la qualité de la valorisation, quelle est la qualité des méthodes de paiement du prix, la durée, quelles sont aussi les conditions de garantie d'actifs passifs, etc. On a des standards dans notre métier, pareil, mais après, ça reste du sur-mesure. Donc, une offre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça reste une LOI, ça reste non engageant. Il s'agit de la base d'un protocole d'accord qui veille à valider des points clés. Par contre, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que le projet convient, que l'offre est sérieuse par rapport à des standards de notre métier, et surtout qu'elle reste finançable. De notre côté, on a plus de 90% des offres qui sont signées qui vont au bout de la transaction. Parce que justement, on s'assure au maximum de la capacité de l'entreprise à faire cette croissance externe, ou la capacité du repreneur à se positionner et à pouvoir aller jusqu'au bout. Parfait, merci Clément.
Question suivante. J'ai trouvé un repreneur potentiel pour mon activité. Quels sont vos conseils pour que la vente se déroule correctement? Alors, ça va être à peu près les mêmes. Toujours valider l'adéquation projet-profil, s'assurer de sa capacité financière. Après, il y a une question qui doit se poser. Vous avez trouvé un repreneur potentiel, parfait. Est-ce que vous ne pourriez pas en trouver d'autres qui pourraient être mieux dans le profil, mieux dans le projet, mieux dans la qualité de l'offre? Donc, ça peut être pertinent aussi parfois de le mettre en concurrence pour pouvoir avoir d'autres offres. Et aussi, parfois, éviter de perdre du temps, comme je l'évoquais préalablement, avec un acquéreur qui n'aurait pas les moyens de ses ambitions ou finalement qui étudierait plusieurs projets, ce qui est tout à fait possible. Ou sinon, vous décidez de maintenir ce processus de gré à gré avec lui, uniquement avec lui, et de négocier avec lui. Dans ces cas-là, le processus classique, il faut évidemment lui faire signer un engagement de confidentialité, lui adresser des éléments clés qui restent assez succincts, parfois avec des données anonymisées comme pour les salariés, pour les clients, etc., pour qu'ils puissent faire une proposition. S'ensuit ensuite les négociations de l'offre, et puis audit, financement, patrimoine, etc. Ok, merci Clément. Question 9. Est-ce plus facile de trouver un repreneur si on propose une période d'accompagnement? Et comment organiser un accompagnement et garder éventuellement un statut de salarié pour la période de transmission? Donc là, ça doit être Lionel ou Clément qui souhaite. La première partie sera pour moi. Donc, oui, généralement, il est plus facile de trouver un repreneur lorsqu'on propose une période d'accompagnement. Ça peut être facilitateur, d'autant plus si l'entreprise, elle est dépendante à sa direction ou au cédant. Généralement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a des accompagnements qui vont de 3 mois à 6 mois, souvent dégressifs dans le temps, 75% du temps, puis 50%, puis tiers-temps, par exemple. Mais parfois, on a des accompagnements qui sont plus longs, sur mesure, avec même des projets qui sont proposés aux cédants. Et ces accompagnements sont généralement plus longs lorsqu'il y a une compétence particulière à transmettre, un savoir-faire particulier, ou alors si le repreneur ou le porteur de projet est assez éloigné du secteur d'activité et que ça nécessitera une montée en compétences qui sera plus progressive de la part du porteur de projet et du repreneur. Donc l'idée, c'est quand même de faciliter les transmissions d'entreprise. Exactement. Par l'accompagnement. Et donc, vous l'avez compris, la période d'accompagnement peut s'avérer cruciale dans le cadre de la transaction et se pose le sujet de l'organisation effectivement de l'accompagnement. Organisation qui peut prendre deux formes, dont l'une est ici dans la question, mais pour revenir très largement sur le sujet, donc un accompagnement, ça peut se faire au travers soit de la société holding quand c'est une holding qui a vendu les titres par exemple, ou il est demandé potentiellement aux cédants de créer une micro-entreprise pour facturer en fait son accompagnement à l'entreprise cédée, ou enfin, et dernier sujet, comme ça je répondrai à la question très clairement, d'avoir la capacité d'avoir un statut de salarié, ce qui fait que en réalité ici on aura prévu dès le départ la mise en œuvre d'un contrat à durée déterminée pendant la durée précisément de l'accompagnement souhaité, avec les modalités de rémunération, mais juste 2 points de vigilance quand on veut avoir le statut de salarié. Attention à celles et ceux qui pourraient l'envisager dans le cadre d'un départ en retraite et avec donc une difficulté à mesurer ici qui est le statut de cumul emploi-retraite avec dans certains cas bien malheureusement de faire un choix entre le salaire que je vais percevoir et à l'inverse perdre du coup le bénéfice de ces pensions. Donc bien évidemment ça, vous l'avez compris, ça se prépare en amont. Et puis quand on a vendu les titres pour partir en retraite et bénéficier d'un abattement prévu de 500 000 € en l'occurrence, ici j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien on ne peut pas être salarié de la société dont j'ai vendu les titres. Donc là, vous l'avez compris, on ne pourra pas du coup avoir un statut de salarié ici. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à tous les deux. Comment estimer le prix de vente d'une entreprise? Entreprise de conseil, laboratoire de prothèses dentaires, etc. Alors cette question, elle sera plus pour moi. Donc c'est une vaste question, un vaste sujet. Et on pourrait prendre l'heure juste sur cette thématique. Donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une valorisation d'entreprise, c'est du sur-mesure. Une entreprise, c'est du vivant, donc c'est lié à son activité économique, à ses facteurs internes, externes, c'est lié à son secteur d'activité, c'est lié à son business model, à son organisation, à ses forces, à ses faiblesses, etc. Donc, l'application d'une méthode va varier d'une entreprise à une autre. Il y a quand même des généralités, en général, quand même un lien de cause à effet entre la valorisation et la rentabilité. De la même manière, plus l'entreprise elle a une récurrence de chiffre d'affaires, une visibilité de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires qui est contractualisé, plus la valorisation pourra tendre vers le haut, puisqu'on offre un confort aux repreneurs. À l'inverse, s'il y a des forts besoins d'investissement, des forts besoins de CAPEX, ça peut venir pénaliser la valorisation. Donc, moins on a besoin de CAPEX, plus la valorisation peut être forte. Il y a aussi l'autonomie de l'entreprise. En effet, si l'entreprise elle est autonome dans son organisation, dans sa gestion, que le dirigeant cédant a différentes participations et que l'entreprise, dans celle-ci, il y va très peu parce qu'elle est autonome, etc., ben, mécaniquement, l'entreprise est plus facilement transmissible et ça peut se ressentir sur la valorisation. Et il y a aussi toute l'incidence du marché. Est-ce que le marché il est prometteur? Est-ce que le marché il est en croissance? Est-ce qu'il y a des parts de marché à gagner, etc. Donc, évidemment, on ne va pas valoriser, je ne peux pas forcément rentrer dans le détail, mais par exemple, une entreprise de conseil, ça peut être assez généraliste. Si on est dans une activité de conseil comme l'expertise comptable, on va appliquer certaines méthodes. Si à l'inverse, on étudie une entreprise de fusion-acquisition, donc mon activité, on va appliquer d'autres méthodes, puisque c'est deux activités de conseil, mais qui sont complètement différentes dans le business model, dans l'organisation, etc., et dans le risque, dans l'exposition au risque aussi. Donc, généralement, on a 3 méthodes de valorisation qui sont assez usuelles. Il y a les transactions comparables, c'est-à-dire qu'on va valoriser le passé de l'entreprise par rapport à ses performances financières passées. Généralement, on va regarder par rapport à sa rentabilité, une entreprise d'un secteur similaire, combien de fois elle a été vendue, son excédent brut d'exploitation ou son EBIT, par exemple, son REX. Voilà, ça va nous permettre de comparer l'entreprise avec d'autres entreprises qui ont été cédées précédemment dans ce secteur d'activité. Il y a aussi des méthodes dites patrimoniales, on va plutôt davantage valoriser le présent, on va regarder ce qu'elle possède et ce qu'elle doit, c'est assez binaire. Et une méthode plutôt, on va valoriser le futur, c'est-à-dire notamment une méthode appréciée qui s'appelle les DCF, pour Discounted Cash Flow, où là on va venir valoriser les cash flows futurs de l'entreprise, donc sa rentabilité à venir, et actualiser cette valeur à une valeur actuelle. Évidemment, ça nécessite un business plan, ça nécessite un prévisionnel. Donc là, il faut se rapprocher de votre expert comptable Inextenso pour pouvoir faire ce prévisionnel qui servira à la valorisation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une valorisation, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de règle classique. Et de la même manière, lorsqu'on met un processus, on reçoit généralement plusieurs offres pour une seule et même entreprise à vendre. Et il peut y avoir des variations parmi les offres, en fonction des capacités financières des uns, en fonction des intérêts, en fonction des synergies potentielles. Donc non seulement ça dépend d'une méthode, d'application et de variation, mais ça va aussi dépendre de l'intérêt des acheteurs et de leurs moyens. Parfait. Merci Clément. Il nous reste une demi-heure. Question 11. Comment évaluer le prix de cession de l'entreprise si les salariés ne sont pas repris? Quel est le montant de l'indemnité à verser aux salariés? Si au contraire ils sont repris, faut-il également verser une indemnité? Quel impôt sur la plus-value? S'il y a plus-value, la somme perçue est-elle intégrée à l'impôt sur le revenu de l'année en cours? Qui s'y colle? Alors, il y a beaucoup de questions sur cette question-là. L'évaluation du prix, je pense que Clément a déjà répondu indirectement au travers de la question précédente, donc je vais prendre le reste des questions. Attention, le sujet de la reprise des salariés, normalement, il ne doit pas se poser. Pour une raison simple, c'est que le Code du travail organise en réalité le transfert automatique des contrats de travail. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'article L 1224-1 et les autres qui suivent ensuite du fameux Code du travail. Donc, bien évidemment, si des salariés ne doivent pas être repris, il faudrait dans ce cas organiser la rupture du contrat de travail en amont, ce qui est donc, j'ai envie de dire, de la responsabilité du cédant ici. Les voies les plus souvent utilisées, bien évidemment, c'est la rupture conventionnelle ou le licenciement, avec
pour l'un et l'autre des cas, le versement d'une indemnité prévue soit par la convention collective, soit à défaut de convention collective applicable, le Code du travail, avec un risque quand même prud'homal important de mon point de vue, lorsque notamment le salarié va s'émouvoir, entre guillemets, par son conseil, donc en clair son avocat, de l'absence de motivation autre que le fait d'éviter que le salarié ne soit repris dans le cadre de la transaction. Donc, point de vigilance ici. Ensuite, concernant l'impôt de plus-value, c'est un sujet très très vaste, donc juste 2 points de repère. Le premier, tout dépend en réalité qui vend. Est-ce que c'est une personne physique? Dans ce cas-là, on sera à l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est une société? Et donc là, 2 cas de figure. Soit on sera une société à l'impôt société, et donc c'est l'impôt société qui va s'appliquer. Soit on est une société à l'impôt sur le revenu, et donc vous l'avez compris, ce sera l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer sur la plus-value. Et donc, quand on est à l'impôt sur le revenu, effectivement, ou à l'impôt société, mais puisque la question portait sur l'impôt sur le revenu, eh bien évidemment, si plus-value il y a, eh bien, elle sera intégrée avec les autres revenus de l'année en cours pour subir en fait la fiscalité en fonction de ce qu'on a vendu et des modes donc d'imposition. Voilà. Parfait. Clément, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. C'est bon? Question suivante. Comment est pris en compte le stock dans un processus de vente? Alors ici encore, je vais la prendre celle-là. Donc un vaste sujet, juste un point important. Quand on parle de stock dans un processus de vente, il faut ne pas perdre de vue, là encore, ce qui est vendu. Est-ce que ce sont les parts ou est-ce que c'est le fonds de commerce? Quand ce sont les parts, il s'est compris en fait le stock dans, on va dire, la valorisation de la société, ce qui fait que quand il y a du stock qu'on veut potentiellement ne pas reprendre, eh bien, on va demander une diminution du prix de cession. À l'inverse, quand j'acquiers un fonds de commerce, ici, les règles du jeu, figurez-vous, elles vont être variables en fonction de la nature de l'activité cédée. Je vais juste vous prendre 2 exemples pour bien vous faire comprendre. Prenons une officine de pharmacie. Donc, vous imaginez que le stock peut représenter une valeur significative. En règle générale et en pratique, ce stock, il est vendu en réalité sur une période d'1 an et généralement, en pratique, on fait par tout, enfin dire un quart tous les trimestres. Ensuite, prenons comme 2e exemple un commerce de détail, allez, au hasard d'habillement. Et là, en fonction de la mode et de ce qu'il y a en stock, eh bien, peut-être qu'on n'a pas envie de reprendre ce qui est démodé, les fameux rossignols, comme on a l'habitude de les appeler en pratique. Et donc là, ici, eh bien, on ne va cibler, du coup, que le stock qui, du moins, on l'espère, sera en capacité d'être cédé. Voilà pour ce stock. Merci Lionel. Quelle est la fiscalité sur la vente d'une SARL? Bon, elle est encore pour moi celle-là. Oui, alors ça c'est encore un vaste sujet, mais contrainte temporelle oblige, juste un point de repère. Donc, premier sujet, déjà, c'est de savoir depuis, plus exactement, à quelle date j'ai obtenu les titres que j'envisage de céder. La date à retenir, écoutez bien, c'est le 1er janvier 2018. Quand je les ai acquis à partir du 1er janvier 2018, là, le choix, il est très facile. Enfin, en réalité, il est simple. C'est PFU pour prélèvement forfaitaire unique, vous savez, la fameuse flat tax, 12,8 d'impôts, 17,2 de prélèvements sociaux, donc une sauce fiscale à 30% au global, à laquelle je peux substituer, si j'y ai un intérêt, donc le barème progressif, avec donc impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux à 17,2. Ça, c'est pour après. Avant le 1er janvier 2018, là, en réalité, je vais avoir le même choix, PFU 30% ou barème, mais la bonne nouvelle que je vais vous donner ici, c'est que je vais pouvoir avoir la capacité, moyennant donc quand même quelques petites conditions, mais en réalité bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Alors, 2 régimes. Un régime dit de droit commun avec donc un abattement de 65% pour 8 ans de détention. Et si je remplis bien les conditions, je peux aller chercher 85% d'abattement pour 8 ans de détention avant soumission à l'impôt. Pourquoi je dis avant soumission à l'impôt? Parce que malheureusement, les abattements valent pour l'impôt, mais pas les prélèvements sociaux qui restent intégralement dus. Parfait, Voilà. merci Lionel.
Question suivante. Quand une SARL est revendue après 12 années d'existence, les prélèvements sociaux restent très élevés, même s'il y a des abattements sur la plus-value. Existe-t-il une formule efficace pour diminuer les prélèvements sociaux, voire pour diminuer la fiscalité sur les plus-values avant la déclaration 2074? Mon avis, c'est pour toi, Lionel. Eh ben, on y va. Donc, je vois que la personne qui a posé la question connaît la règle que j'ai rappelée précédemment, puisque donc les abattements pour durée de détention, malheureusement, ne permettent pas d'agir sur les prélèvements sociaux. Alors, j'aimerais répondre de manière positive au fait qu'il existe une formule efficace. Hélas, il n'en est rien. On devra s'acquitter des prélèvements sociaux. Je ne peux me résoudre à vous proposer de diminuer le prix dans l'objectif, devinez, de diminuer la plus-value et donc indirectement la fiscalité. Indirectement, on diminue le net dans la poche, donc c'est nécessairement pas le bon conseil qu'il faut donner. Ensuite, y a-t-il une façon de diminuer du coup la fiscalité avant la déclaration 2074? La réponse ici est également, hélas, non. Pour autant, donc, si jamais on a eu des déficits lors de cessions de titres, peu importe qu'on ait boursicoté ou un compte titre ou que sais-je, eh bien, on aura la possibilité d'imputer donc ce stock de moins-value réalisé sur les titres des 10 années précédentes sur la plus-value réalisée donc au titre de la cession. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à cette question. Très clair. 15. Quelle est la fiscalité lors d'une cession des titres de participation? Et plus généralement, quels sont vos conseils en matière de fiscalité lors d'une cession? Encore une question pour moi, du coup. Alors, la fiscalité lors d'une cession des titres de participation. Donc, en clair, ici, nous sommes dans un schéma où nous avons une société, peu importe qu'elle soit holding ou non, qui détient des titres d'une autre société et que, du coup, on va les vendre. Dans ce cas-là, eh bien, écoutez, alors là, c'est presque incroyable mais vrai, une absence de fiscalité. Alors, on va se détendre tout de suite, on est en France, sauf une quote-part pour frais et charges de 12%. En clair, prenons un exemple, une plus-value de 100 000 euros, 12% de 100 000 euros, ça fait 12 000. Seuls 12 000 euros supporteront du coup l'impôt sur les sociétés. Donc, on voit bien l'intérêt d'aller chercher ce régime particulier d'exonération qu'on appelle la niche Copé dans notre jargon, qui s'applique moyennant une condition importante, qui est de détenir les titres depuis au moins 2 ans. Donc, le premier conseil que je peux donner, effectivement, c'est bien évidemment d'essayer d'aller chercher ce dispositif que je considère quand même comme relativement avantageux, qui donc est conditionné par du coup une détention de 2 ans. Voilà pour cette partie-là. Et puis bien évidemment, se mettre en position donc de minimiser la fiscalité avec d'autres sujets tels que, je l'ai dit préalablement, dans la phase de préparation à la transaction, au-delà de l'apport-cession tel que on vient d'en matérialiser les intérêts ici, c'est donc par exemple une donation en cession. Voilà. Ok. Merci Lionel. Pouvez-vous préciser le processus, les conditions et les durées concernées pour le régime des holdings avec exonération de la plus-value de cession par rapport à la valeur d'apport à la dite holding? Eh ben, c'est une illustration de ce que je viens de dire, donc elle est encore pour moi. Donc, poursuivons. Donc, cette fois-ci, on n'a pas encore créé la société holding. Et donc, le candidat cédant va venir apporter ses titres qu'il détient au capital d'une société dite holding pour les besoins donc, de l'opération. Donc, en face des titres que j'apporte, la nouvelle société va me remettre donc des titres de la société holding nouvellement constituée. Et ceci, malheureusement, est susceptible de générer une plus-value fiscalement, mais heureusement. Donc, puisqu'il n'y a pas de flux financier, en réalité, l'administration fiscale a créé un dispositif qu'on appelle un report d'imposition automatique. En clair, on ne paiera pas l'impôt tout de suite, on le paiera plus tard. Alors, le plus tard, pour faire très court, c'est lorsque je vais vendre ultérieurement les titres reçus en rémunération de l'apport ou lorsque la holding va vendre les titres apportés, j'ai bien dit les titres que j'ai apportés, donc moi, candidat cédant, dans les 3 ans consécutivement donc à l'apport. Et du coup, si j'apporte pour 1 million et que je revends 1 million, du coup, vous avez compris, il n'y a pas de plus-value.
Donc, indirectement, ce sera donc, entre guillemets, une exonération de la plus-value par rapport à la valeur d'apport telle que la question m'a été posée. Voilà. Parfait. Question 17. J'ai créé mon entreprise le 22 novembre 2021 et j'espère la vendre rapidement pour pouvoir partir à la retraite prévue théoriquement le 1er avril 2026. La société aura donc moins de 5 ans et je n'aurai de ce fait pas le droit à l'exonération sur la plus-value. Existe-t-il d'autres possibilités pour limiter l'imposition? Pourrais-je bénéficier de l'abattement renforcé? Si oui, à quel taux? Alors, encore une question pour très toi, précise, Lionel. et je vais la prendre. Eh bien oui, avec plaisir. Alors, effectivement, ça a été dit ici, quand on a une société qui a été créée depuis moins de 5 ans et que je pars en retraite, il y a un régime qui normalement aurait pu s'appliquer qui s'appelle l'abattement sur plus-value d'une cession motivée par le départ en retraite de son dirigeant. Et j'insiste, de son dirigeant. Et l'une des conditions sine qua non, effectivement, c'est d'avoir 5 ans d'activité. Donc là, la personne qui m'a posé la question, indirectement, donc n'aurait pas les 5 ans d'exercice. Donc, du coup, la bonne nouvelle que je vais lui donner, puisqu'il y a une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est qu'ayant créé son activité postérieurement au 1er janvier 2018, aucun abattement ne pourra s'appliquer pour durée de détention. Pour autant, dans la mesure où il va partir en retraite, eh bien, il va pouvoir éventuellement bénéficier de l'abattement de 500 000 € dans le cadre du fameux départ en retraite. Abattement qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2031 par la dernière loi de finances. Du coup, attention ici, au lieu de vendre avant de partir en retraite ou au moment du départ en retraite, il faudrait que cette personne en réalité, envisage la cession postérieurement au 22 novembre 2021 pour avoir les 5 ans d'exercice, mais elle pourra, cette personne, partir en retraite dès le 1er avril 2026, puisque le texte est très clair, il ne doit pas s'écouler plus de 24 mois de date à date entre le plus éloigné des 3 événements suivants, la cession, le départ en retraite et la cessation des fonctions de direction. Donc là, en partant au 1er avril 2026 et en cédant, imaginons, en fin d'année 2026, cette personne, toute autre condition requise remplie par ailleurs, pourra prétendre à l'abattement de 500 000 €. Parfait. Question suivante. Comment gérer la possibilité de se séparer ou de réduire les 25% d'actionnaires minoritaires non salariés dans la holding d'une SAS d'ici 2033? Alors, en effet, là, les questions à se poser, c'est déjà de se dire, est-ce que c'est déjà défini dans un pacte d'actionnaires ou dans les statuts de l'entreprise? Après, quelles sont les possibilités pour sortir ou réduire des parts de minoritaires? Généralement, il y en a 2, soit le rachat de parts des associés minoritaires, donc, qui peut être programmé ou progressif, ou encore la réduction de capital. Donc, encore une fois, ça peut avoir lieu en une seule fois ou de manière progressive. Et il faut généralement aussi définir une méthode de la valorisation qui sera utilisée soit aujourd'hui, soit demain. Juste pour la réduction de capital, pour évoquer succinctement, c'est assez schématique, mais le rachat de parts par réduction de capital, ça consiste pour une entreprise, à racheter une partie, on va l'évoquer comme ça, à racheter une partie de ses propres actions ou ses parts sociales, qui va venir à réduire son capital social. Donc ça permet de diminuer le nombre d'actions et généralement ça peut venir augmenter la valeur des actions restantes. Donc, évidemment, ça doit être décidé en assemblée générale. Ok. Question 19. Comment sortir d'une SCI à 2? Il nous reste un quart d'heure. Eh ben, on va faire très vite alors, de manière schématique, parce que là, si on me laisse effectivement du temps, je peux y passer un peu. Mais pour faire ici encore très simple. Donc, par hypothèse, on a une SCI constituée par 2 associés. L'un des 2 potentiellement veut sortir. Donc, ou à l'inverse, il n'y a pas 36 moyens en fait. C'est soit je vends le bien immobilier et puis donc soit celui qui veut conserver le bien, soit l'acquiert en direct, soit au travers d'une nouvelle société constituée par avec quelqu'un d'autre. Et du coup, pour donc désintéresser
celui qui veut s'en aller, eh bien, on va se servir du solde de cession pour lui donner ce qui lui est dû. L'un des autres moyens possibles, c'est un peu comme Clément vient de le dire sur la sortie d'un minoritaire, eh bien, c'est de procéder à une réduction de capital où, en réalité, incroyable, c'est la société SCI qui va acheter les titres de celui qui veut s'en aller, qui va se traduire par une réduction de capital, et celui du coup qui sort aura son argent, et puis celui qui va rester va être tout seul. Alors il faudra bien évidemment régulariser la situation ensuite, puisque une SCI ne peut pas être constituée par une seule personne, mais en réalité ça se fait assez facilement. Ou alors, eh bien, on achète tout simplement donc les parts de celui qui veut partir. Alors, se posent ensuite tous les sujets de financement et de capacité de supporter le financement. Mais ça, sans d'autres considérations, je ne vais pas pouvoir vous en dire davantage. Mais c'est une autre question. Question suivante. Lors de la reprise d'une entreprise par ses salariés, comment financer le rachat sans avoir de moyens financiers importants? Et pouvez-vous expliquer les enjeux liés à l'OBO et à la cession de l'entreprise à ses salariés? Alors, sur la première partie, pour reprendre une entreprise sans avoir de moyens importants, il faut avoir en tête que généralement, on reprend des titres avec une partie d'apport et une partie de dette bancaire. Évidemment, la dette, elle sera remboursée par la création de résultats de l'entreprise qui vont permettre de pouvoir verser des dividendes et donc de rembourser cette dette. Après, on a d'autres options aussi qui peuvent être complémentaires. Ça peut être un crédit vendeur. Donc, comme l'a évoqué au début de séance Lionel, le cédant accepte de faire une partie de la banque. Alors, ça doit être dans des proportions limitées, hein. Donc de ne percevoir qu'une partie du prix que dans un second temps. Et il y a évidemment un risque pour lui. Ça peut être des compléments de prix ou des earn-out, où on va définir un prix avec des compléments de prix potentiels en fonction de l'atteinte de résultats de l'entreprise dans l'année à venir, par exemple. Ça peut être aussi un rachat progressif. On a différents montages par rapport à ça. On peut aussi faire intervenir des investisseurs aux côtés des salariés, en l'occurrence, qui vont permettre justement de renforcer les fonds propres. Il y a différentes solutions possibles. Pouvez-vous nous expliquer les enjeux liés à l'OBO? Alors, l'OBO, je pense que c'est aussi dans le cadre de la première question. L'OBO, c'est une opération où un dirigeant va vendre une partie de ses titres, en l'occurrence ici à des managers, et il peut aussi lui-même garder une partie de ses propres titres et vous en racheter. Je prends, pour répondre à la question sur la partie manager, dans ce cas de figure, les managers d'une entreprise qui rachètent une partie de son capital, souvent à l'aide d'un investisseur externe, comme un fonds de private equity par exemple, et également d'une dette bancaire. Donc le rachat va généralement se faire via une structure holding. Donc les managers vont créer ce qu'on appelle une holding manco, qui va, elle, emprunter de l'argent auprès des banques pour acheter des parts de l'entreprise. Cette action, ça va souvent permettre au manager de devenir actionnaire, aux côtés de l'actionnaire actuel généralement. Et l'investisseur externe apporte également une souplesse en renforçant les fonds propres. Et ça permet donc au manager de prendre des parts de l'entreprise tout en bénéficiant du soutien financier, soit du dirigeant, soit de l'investisseur. Voilà. Généralement, ce qu'il faut quand même avoir aussi en tête, c'est que le remboursement de la dette LBO, donc de la dette bancaire, va avoir lieu sur 7 ans. Donc il faut générer suffisamment de résultats pour rembourser la banque. Parfait. Question suivante. Mes enfants sont associés et salariés dans l'entreprise. Peuvent-ils la reprendre? Quelles sont les formalités? Alors sur la partie transmission, je vais répondre et je vais laisser Lionel sur la partie patrimoniale. Donc oui, c'est tout à fait possible que des enfants associés et salariés de l'entreprise reprennent l'entreprise, au contraire. Il y a des critères qui sont assez similaires pour nous sur la transmission. On va s'assurer de l'adéquation au projet, de leur mission, de leur capacité à demain pouvoir diriger l'entreprise seul. Encore une fois, si les cédants partent, est-ce que l'activité va continuer? Si les enfants qui sont salariés de l'entreprise évoluent plus d'un côté de direction, qui va prendre leur place éventuellement qu'ils avaient jusqu'à présent? Il y a évidemment la validation de la valorisation, du montage financier et surtout du financement de l'opération. Et là, on a des mécanismes notamment pour favoriser la transmission familiale que Lionel va expliquer.
Exactement, merci Clément. Alors effectivement, parce que là on a un schéma familial, donc par enfant, les parents donc souhaitent vendre peut-être une partie des titres pour dégager des liquidités au hasard en vue de gérer des compléments de revenus au moment du départ en retraite des parents. Mais de l'autre côté, en sa qualité de parent, on ne souhaite pas faire un cadeau entre guillemets empoisonné aux enfants et éviter de leur mettre un endettement trop important en montant ou au gré des résultats de l'entreprise. Ce qui fait que plutôt que de faire tout en cession, on peut très bien envisager une combinaison de deux opérations, à savoir, en un, on fait une donation d'une partie des titres à ses enfants, avec même éventuellement des avantages fiscaux à la clé en mettant en place, par exemple, un pacte du trade. Et puis, de l'autre, de compléter par effectivement une cession et on mettra le curseur entre les deux outils en fonction des objectifs et de la capacité financière de la société à faire face aux endettements bancaires, comme ça a été dit par Clément. Voilà. Parfait, merci à tous les deux. Question suivante, quels sont les avantages et les inconvénients entre cession de fonds de commerce et cession de parts? Il nous reste 10 minutes. Oui, alors 10 minutes, c'est presque pas assez pour répondre uniquement celle-ci. Alors je vais essayer de faire ici encore très très court. Parce que en réalité, ça dépend, figurez-vous, de sous quel angle on se place. Parce que les avantages et inconvénients sont différents selon que je me place du côté du vendeur ou de l'acquéreur. Pour être côté acquéreur déjà, une vente de fonds, ça peut être plus onéreux qu'une vente de parts en termes coût fiscal pour les droits d'enregistrement, puisque quand on acquiert des actions de SAS par exemple, le coût fiscal c'est 0,1%, là où on est à 5% au-delà de 200 000 euros pour un fonds de commerce. Donc on voit bien déjà les différences. Mais mettons ça de côté. Bien évidemment, on n'oublie pas que vente d'une société, ça veut dire que je reprends tout l'actif et tout le passif. À la différence d'un fonds de commerce, où là, je ne reprends qu'un actif, à savoir le fonds de commerce. Donc, du coup, c'est pas la même chose que je vends, donc pas la même fiscalité et potentiellement, du coup, pas la même valorisation en fonction de ce qu'il y a à l'actif ou au passif. Une fois que j'ai dit ça, voyons maintenant le sujet côté vendeur. Pour le vendeur, en réalité, si je vends des parts, je vais avoir une fiscalité attachée donc à la vente des parts, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la réponse à la cession de parts de SARL, par exemple. Et le cash, du coup, moi, cédant, je l'ai dans la poche. Alors que si je suis en société et que je vends mon fonds de commerce, le cash, il est où? Réponse, dans la société qui a vendu le fonds. Et se pose, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la holding, la question du rapatriement des fonds, du coup, dans la poche de celui qui a vendu. La meilleure solution, en réalité, ça va être celle qui va satisfaire idéalement les objectifs de chacun, vendeur-acquéreur. Et des fois, malheureusement, quand on n'a qu'un seul acquéreur en face de nous, on vendra que ce qui veut bien nous acheter en réalité, malheureusement. Voilà ce que je peux dire en peu de temps. Ça marche. Question 23. Nous souhaitons vendre notre activité et nous recherchons un acheteur depuis plusieurs années. Quels sont vos conseils en la matière? Comment bien présenter son entreprise et ses résultats pour mieux vendre? Juste pour toi, Clément. En effet. Alors, si vous souhaitez vendre, le premier point, c'est d'être accompagné. C'est ce qu'on peut vous conseiller fortement. Vous pouvez solliciter un cabinet spécialisé en fusion-acquisition ou en transmission d'entreprise et votre expert comptable. Par exemple, si on est plutôt sur une cession de fonds de commerce ou de TPE, ce sera une extenso création-reprise. Si on est plutôt sur une cession de PME-PMI, ce sera plutôt mes activités chez Nextenso Finance. Donc le cabinet, il va analyser votre entreprise, il va chasser des acheteurs potentiels et il va présenter votre entreprise avec certains éléments qui vont rester bien évidemment anonymes et confidentiels, mais en mettant en valeur ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces, etc. Maintenant, pour bien présenter son entreprise et ses résultats pour mieux vendre, ça revient à déjà un point d'anticipation qu'on avait évoqué, c'est-à-dire d'anticiper la transmissibilité de l'entreprise.
Est-ce que l'entreprise est facilement transmissible? Est-ce qu'il y a des compétences en interne qui sont déjà acquises? Est-ce que le dirigeant ou la dirigeante ont une compétence qui est difficilement transmissible? Est-ce qu'il y a la possibilité justement d'optimiser la rentabilité, notamment l'excédent brut d'exploitation, de diminuer certaines dettes, d'augmenter la trésorerie, d'augmenter le chiffre d'affaires contractualisé si possible, de réduire les éventuelles dépendances. Par exemple, quand on vend une entreprise qui réalise 40% de son chiffre d'affaires avec un client ou sur un secteur d'activité, mécaniquement, il y a une exposition qui va être prise en considération par les éventuels acheteurs. Donc, l'idée, c'est déjà d'anticiper. Ensuite, encore une fois, notre métier, que ce soit celui de Lionel ou le mien, c'est du sur-mesure, donc c'est de bien analyser et bien présenter les éléments. Dans notre manière de fonctionner, on n'est pas là pour cacher des choses, on est là pour présenter les éléments. De toute façon, tout se sait puisqu'il y a des audits qui ont lieu. Donc l'idée, c'est de présenter au mieux les forces, mais aussi les faiblesses, les opportunités, mais aussi les menaces pour que les acheteurs puissent se faire leur propre avis et aussi creuser de leur côté en contrepartie. Donc, pour bien présenter son entreprise, il faut déjà bien optimiser et anticiper la transmission et autant que possible, après, présenter les éléments de manière objective. Et ce sera aussi à adapter en fonction du projet de chaque acquéreur, puisque, je reprends l'exemple, si jamais on a un dirigeant qui a une compétence technique, je ne sais pas, sur de la création qui est difficilement transmissible en interne, peut-être qu'un acheteur aura cette compétence technique et ce ne sera pas une difficulté pour lui de remplacer le dirigeant, alors qu'un autre, ça peut être plus délicat, par exemple. Ok, merci Clément. Avant-dernière question. Comment garantir la confidentialité lors d'une cession d'entreprise pour protéger nos salariés? Et plus généralement, comment communiquer autour de la cession de mon entreprise? C'est une question qui est revenue assez souvent. En effet, la confidentialité, c'est un maître mot. On ne peut que conseiller de limiter la communication et de préserver la confidentialité. Certains dirigeants préfèrent être transparents auprès de leurs équipes en évoquant le fait qu'il y a ce projet de transmission. Mais il faut avoir en tête que généralement, ça peut être inquiétant, ça peut être aussi mal perçu, ça peut parfois déstabiliser l'écosystème et vous pouvez aussi vous exposer à des questions auxquelles vous n'aurez pas les réponses. Quand est-ce que vous vendez, à qui, comment ça va se passer pour nous, etc. C'est pour ça que nous, généralement, on va plutôt attendre d'avoir un maximum de réponses avant d'informer, par exemple, les salariés. J'entends par là qu'on va limiter la confidentialité, tant en interne qu'en externe, pour éviter de déstabiliser l'écosystème de l'entreprise. Donc, on va évidemment faire signer des engagements de confidentialité à des éventuels acheteurs. On va communiquer avec des informations anonymes au début pour connaître leur intérêt. On va ensuite leur donner des dossiers de présentation qui ne dévoileront pas tout le cœur du réacteur, mais qui présenteront peut-être encore un tableau RH anonymisé, certaines données clients anonymisées, etc. L'idée, c'est de donner un peu au compte-gouttes les informations importantes aux acheteurs, suffisamment pour qu'ils puissent faire une offre, mais pas trop pour ne pas déstabiliser l'entreprise si jamais ils décident de ne pas faire l'opération ou de ne pas se positionner. Enfin, concernant l'information des salariés, c'est une obligation dans une majorité des cas de figure, c'est la loi Hamon. Nous, on va plutôt conseiller de la faire dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire 2 mois avant la transmission. Et en général, on aura non seulement la capacité de leur exposer qu'on a ce projet de vente, mais aussi de répondre à leurs questions sur qui est l'acheteur, comment ils voient les éléments, comment ils voient l'avenir, comment ça va se passer pour eux, etc. L'information aux parties prenantes de l'entreprise, j'entends plus les clients, les fournisseurs, on conseille de la faire après la réalisation de l'opération avec l'acheteur, de manière à avoir une communication commune et de pouvoir présenter la succession. Un autre point pour limiter la confidentialité, c'est généralement d'avoir un processus qui est rythmé. C'est aussi pour ça qu'on considère qu'il faut, quand on se lance dans un processus de transmission, il faut battre le fer tant qu'il est chaud pour éviter les bruits de couloir qui pourraient durer sur des mois. Merci Clément. Et enfin, dernière question. Combien coûte l'accompagnement d'Inextenso lors de la cession d'une entreprise et quel est le track record en 2024 des cessions accompagnées par Inextenso, nombre, secteur, taille des cibles cédées? Je pense que c'est tous les deux. En effet, je vais répondre déjà pour la partie Inextenso Finance, donc conseil en cession-acquisition. Nous, quand on accompagne des dirigeants à vendre leur entreprise, nous avons toujours des honoraires de démarrage pour l'étude et l'analyse. On se positionne toujours sur des PME, PMI et jeunes ETI.
Ensuite, on a un deuxième honoraire qui est un premier honoraire de succès qui vient à la LOI contresignée, à l'offre contresignée. Et le succès final, qui représente 90% de nos honoraires, hein, c'est vraiment ce qui nous fait vivre, les honoraires finaux, c'est ce qu'on appelle des success fees, et c'est généralement un pourcentage qui varie selon la valorisation de l'entreprise. On n'a pas le même pourcentage quand on est sur une valorisation à 2 millions qu'une valorisation à 25 millions, par exemple. Donc naturellement, c'est un pourcentage. Pourquoi? Ça nous permet d'avoir des intérêts convergents avec le cédant. Si par exemple on accompagne des cédants à transmettre leur entreprise, puisqu'on va essayer d'optimiser la valorisation. Donc pour chaque palier acquis, on a ce pourcentage qui nous est attribué et qui est dû et payé le jour de l'opération, bien évidemment. Évidemment, il y a d'autres accompagnements à prendre en considération. Il y a votre accompagnement juridique sur la relecture des actes. J'entends par là, par exemple, nos collègues d'Inextenso Avocats, d'Inextenso Juridique. Il peut aussi y avoir des interventions sur les audits, sur le business plan, par nos équipes Inextenso Experts Comptables. Voilà, il y a différentes parties prenantes tout au long d'une opération. C'est une opération de cession-acquisition, c'est du succès commun. Juste pour répondre sur notre track record en 2024 du nombre de sessions accompagnées par Inextenso Finance, de notre côté, on a réalisé plus de 40 opérations en 2024. C'était une année un peu plus calme, comme je l'avais évoqué. On a plus de 1000 opérations réalisées hein, depuis les dernières années. Et on est surtout spécialisé notamment dans PME, PMI, mais dans des secteurs d'activité type IT, tech, agroalimentaire, santé, éducation. Et on fait beaucoup d'industrie, d'énergie aussi, type génie climatique, CVC, et aussi dans l'univers du facility management, nettoyage industriel, 3D, etc. Je te laisse peut-être répondre, Lionel, sur la partie quelque chose d'avoir en tête, effectivement, c'est que vous l'avez compris, Inextenso, avec l'intégralité de ces services dont Clément et moi faisons partie, nous pouvons offrir aux candidats cédants un accompagnement à 360 degrés pendant presque pendant tout le cursus de la transaction, que ce soit la phase de préparation, et là donc personnellement avec mon équipe nous pouvons intervenir pour justement en fonction des objectifs patrimoniaux mettre en œuvre toutes les stratégies en amont de la cession. Ensuite, Clément l'a dit, hein, pendant toute la phase pré-commercialisation et jusqu'à la cession avec l'expert comptable, l'avocat ou le juriste, au-delà de finance. Et puis même après la cession, plutôt au moment de la transaction, on peut intervenir nous aussi, Inextenso Patrimoine, pour la mise en œuvre de la fameuse garantie de passif. Et puis au-delà de la cession, selon comment c'est faite, on va dire la transaction, selon que j'ai de l'argent à titre personnel ou dans la société ou les deux, nous avons la capacité de prévoir une stratégie post-transaction avec l'accompagnement au départ en retraite, la préparation de revenus en complément donc des fameuses retraites, sans même parler de la transmission cette fois-ci aux enfants du patrimoine dans son sens le plus large possible, et bien évidemment le sujet du placement des fonds issus de la cession, donc sélection des vecteurs d'investissement, jusqu'à même la réalisation aux côtés du client, donc de la mise en œuvre des préconisations réalisées. Voilà, je l'ai dit, un accompagnement à 360 degrés. Bon, merci pour vos réponses. Merci à tous de votre participation. Et puis, on compte sur vous pour un prochain question d'argent.